Antoine Dubois, PDG de 38 ans, à la tête d'une fortune de 50 millions d'euros, stoppa sa déesse sous la pluie battante en apercevant une scène impossible, une femme dormant à même le trottoir, protégeant un bébé de son propre corps, et à l'instant précis où leurs regards se croisèrent à travers la vitre embuée, 200 ans de recherche prirent fin. Il la reconnut. Son âme hurla, et pour la première fois en 38 ans. Il pleura. Il était 23h30, un mardi glacial de novembre à Paris. Antoine rentrait d'une réunion qui s'était éternisée. Son chauffeur avait congé. Alors il conduisait seul à travers les rues désertes du quartier des affaires. La pluie tombait à torrents, une de ces averses qui semblent vouloir laver la ville entière. Il était las, épuisé. Comme toujours, Antoine Dubois ne dormait plus correctement depuis 20 ans. Chaque nuit, le même cauchemar. Il courait vers une femme en robe blanche, hurlait un nom qu'il était incapable de se rappeler au réveil, tendait la main et ne parvenait jamais à l'atteindre. Il se réveillait en sueur, le cœur battant à tout rompre, et la sensation de perte était si intense qu'il devait travailler pour l'oublier. Alors il travaillait 16-18 heures par jour. Il avait bâti un empire, mais il restait vide. Ses amis lui disaient qu'il lui fallait une femme. Sa famille insistait pour qu'il ait des enfants. Les psychologues lui conseillaient une thérapie. Antoine savait qu'il lui manquait quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Un vide, quelque chose qu'il cherchait sans savoir quoi. Et alors, cette nuit-là, il la vit, à l'angle de l'avenue des Champs-Élysées et de la rue François Ier. Sous l'entrée d'un immeuble de bureaux fermé, elle était là, une jeune femme, peut-être 29 ans, des cheveux noirs mouillés collés à son visage. Elle portait des vêtements usés et trempés, et dans ses bras, enveloppé dans une couverture élimée qui ne protégeait plus de rien, un bébé pleurait. Antoine aurait dû continuer son chemin. C'est ce que n'importe qui de sensé aurait fait à 23h30 à Paris, mais quelque chose se produisit, quelque chose qu'il ne pourrait jamais expliquer. Ça même s'il vivait encore 200 ans. Quand leurs yeux se croisèrent à travers la vitre embuée de la voiture, le monde s'arrêta, littéralement, s'arrêta. La pluie se figea dans l'air, le son disparut, et Antoine sentit comme s'il avait attendu cet instant depuis toujours, comme si toute sa vie n'avait été qu'une préparation pour croiser le regard de cet inconnu, dormant dans la rue avec un bébé dans les bras. Et l'impossible se produisit. Elle aussi le sentit. Sophie Moreau, 29 ans, institutrice licenciée il y a 6 mois, SDF depuis 3. Ouvrit les yeux exactement au moment où Antoine la regarda. Et lorsque leurs regards se rencontrèrent, elle oublia qu'elle avait froid. Elle oublia qu'elle avait faim. Elle oublia que son fils Lucas avait de la fièvre depuis 2 jours. Elle oublia tout, excepté ses yeux gris qui la fixaient comme s'il la connaissait depuis toujours. Antoine ne réfléchit pas. Il agitait. Il gara la voiture sous la pluie. Sortit en laissant la porte ouverte. Le moteur tournant. Il marcha vers elle. Chaque pas semblait peser 1 tonne. Son cœur battait si fort que cela lui faisait mal. Ses mains tremblaient, et lorsqu'il s'arrêta devant elle, couvert par la même pluie qui la trempait, il prononça des mots qu'il n'avait pas prévus. « Je vous ai cherché toute ma vie. » Sophie cligna des yeux, confuse. Le bébé pleurait plus fort. Antoine regarda l'enfant et sentit quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine. Une douleur ancienne, une culpabilité qui n'avait aucun sens, un besoin urgent de protéger ce bébé, comme s'il était le sien. « Venez avec moi, » dit Antoine. Sa voix était ferme, mais il y avait quelque chose de brisé en dessous. « S'il vous plaît, je ne sais pas pourquoi je vous demande ça. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais que je dois vous sortir d'ici. Je sais que je dois protéger votre fils. Et je sais que si je vous laisse partir maintenant, je le regretterai toute ma vie. » Sophie aurait dû dire non. Elle aurait dû reculer. Un homme riche offrant son aide à une femme SDF dans la rue à 23h30. C'était dangereux. C'était de la folie. Mais lorsqu'elle croisa son regard à nouveau, elle vit quelque chose qui lui inspira confiance. Elle vit de la reconnaissance. Elle vit de la douleur. Elle vit la vérité. Et alors, Sophie Moreau, pour la première fois en 6 mois, accepta de l'aide. Elle laissa Antoine Dubois l'aider à monter dans la DS,
Elle le laissa installer doucement le bébé Lucas sur ses genoux, avec la délicatesse de quelqu'un qui avait déjà fait cela auparavant. Elle le laissa allumer le chauffage et conduire en silence jusqu'à un immeuble de 20 étages dans le 16e arrondissement. L'appartement faisait 200 mètres carrés, un sol en marbre, des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique sur toute la ville, des œuvres d'art accrochées au mur que Sophie reconnut, même sans avoir étudié l'art. C'était d'époque, 19e siècle, et il y avait quelque chose de familier dans ces tableaux, quelque chose qui lui donnait envie de pleurer sans savoir pourquoi. Antoine prépara une chambre pour elle, apporta des vêtements secs, prépara du lait chaud pour le bébé, appela son médecin personnel qui arriva en 20 minutes et examina Lucas. « Forte fièvre », dit le médecin. « Infection respiratoire. Il faut des antibiotiques. Je vais vous faire une ordonnance. » Antoine paya sur le champ, envoya son chauffeur chercher les médicaments dans une pharmacie ouverte 24h/24. Et pendant tout ce temps, il ne pouvait s'empêcher de la regarder. Sophie, les mouvements de ses mains en tenant Lucas, la courbe de sa nuque, la façon dont elle sourit lorsque le bébé finit enfin de pleurer après avoir pris son médicament. Tout était familier, tout était impossible. Avez-vous déjà eu l'impression de connaître quelqu'un que vous venez de rencontrer? Avez-vous déjà eu une certitude absolue à propos d'une personne, sans aucune raison logique? Cette sensation qui vous donne la chair de poule et vous fait remettre en question tout ce que vous croyez sur le monde. Parce que cette nuit-là, Antoine Dubois et Sophie Moreau ressentirent cela. Et c'était plus fort que tout ce qu'ils avaient jamais vécu. Il était déjà près de 2 heures du matin lorsque Lucas finit par s'endormir. Sophie le déposa dans le berceau improvisé qu'Antoine avait installé avec des coussins et des couvertures. Elle sortit de la chambre en silence, retrouva Antoine dans le salon, regardant par la fenêtre la ville illuminée en contrebas. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle. Sa voix était basse, prudente. « Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez rien de moi. Pourquoi m'avez-vous emmené chez vous? Pourquoi aidez-vous mon fils ?» Antoine mit du temps à répondre. Lorsqu'il se retourna finalement pour la regarder, il avait les larmes aux yeux. Des larmes qu'il ne savait pas expliquer. Des larmes qu'il n'avait jamais versées auparavant. « Je ne sais pas, » dit-il, et c'était la vérité. « Je sais seulement que lorsque je vous ai vu dans cette rue, j'ai eu l'impression de voir quelqu'un que j'ai perdu il y a très longtemps, quelqu'un que j'ai cherché chez chaque femme que j'ai rencontrée et que je n'ai jamais trouvé. Et je sais que c'est de la folie. Je sais que ça n'a aucun sens. Mais vous regardez. C'est comme regarder ma maison. » Sophie sentit ses jambes flancher, parce qu'elle ressentait exactement la même chose. Depuis l'instant où elle avait regardé cet homme à travers la vitre de la voiture, elle avait senti qu'elle le connaissait, qu'elle l'avait toujours connu, que quelque part, à un moment donné, ils avaient été tout l'un pour l'autre. « Je rêve de vous », murmura Sophie. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Toutes les nuits, Antoine rêvait. Il rêvait qu'il se trouvait dans un endroit magnifique, avec des robes splendides, et Sophie était là. Mais ce n'était pas Sophie, la femme riche qu'il connaissait maintenant. Elle était différente, plus jeune, mais c'était bien elle. Il reconnaissait ses yeux. Antoine se figea. Ses propres rêves. Sophie faisait les mêmes rêves. « Moi aussi, je rêve, » dit-il, la voix rauque. « Je rêve que je te perds, que je cours, mais que je n'arrive pas à te rattraper. Et je me réveille avec la sensation d'avoir échoué, de t'avoir abandonné, d'avoir promis quelque chose et de ne pas l'avoir accompli. » Le silence qui suivit était pesant, lourd de significance. Quelque chose de plus grand que deux planait dans l'air, quelque chose qui effrayait et attirait à la fois. Le hasard n'existe pas. C'est alors qu'Antoine fit quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Il tendit la main vers Sophie, pas pour lui serrer la main, juste pour la toucher, juste pour confirmer qu'elle était réelle, que ce moment était réel, que 38 années de vide avaient enfin un sens. Et quand ses doigts touchèrent les doigts de Sophie, cela se produisit. La pièce disparut. La ville disparut. Paris, 2025, disparut. Et pendant une seconde éternelle, ils virent tous les deux des flashs, des images, des sensations, des réminiscences, un immense salon,
des lustres en cristal, des musiciens qui jouaient, une femme en robe bleue d'époque qui dansait, et un homme en uniforme militaire qui observait de loin, le regard qu'il lui portait, le regard qu'elle lui portait, interdit, impossible, réel. Antoine lâcha la main de Sophie comme s'il se brûlait. Sophie chancela en arrière. Tous deux étaient essoufflés. Tous deux étaient choqués. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» murmura Sophie. Elle tremblait. « Vous avez vu? Vous avez vu ?» Antoine ne pouvait pas parler. Il acquiesça simplement. Il avait vu. Pour la première fois en 38 ans, le rêve qui le hantait chaque nuit prenait un sens, parce que ce n'était pas un rêve, c'était un souvenir de quelque chose qui s'était passé il y a 200 ans, le fil rouge du destin, mais c'était impossible, de la folie. Il était PDG d'une société financière, il jonglait avec les chiffres, avec la logique, avec la réalité. La réincarnation n'existait pas, les vies passées n'existaient pas, c'était de la fantaisie. Un vœu pieux de personnes qui n'acceptaient pas la mortalité. Mais alors pourquoi venait-il de voir ça? Pourquoi l'avait-il senti? Pourquoi chaque cellule de son corps criait-elle que cette femme était sienne, qu'elle l'avait toujours été, qu'à un endroit, à un moment donné, il l'avait tellement aimée qu'il avait traversé 200 ans pour la retrouver? C'est son âme sœur. Sophie brisa le silence la première. Elle en avait besoin. Elle avait besoin de nommer l'impossible. « Je vous connais », dit-elle. Et ce n'était pas une question. C'était une affirmation, une certitude absolue. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas pourquoi. Mais mon âme vous reconnaît. Et j'ai peur parce que cela ne devrait pas être possible. Antoine ferma les yeux, inspira profondément. Quand il les rouvrit, il avait pris une décision. Il ne savait pas si elle était juste. Il ne savait pas si elle était saine, mais il savait qu'elle était inévitable. « Restez ici, en dit-il. Restez quelques jours. Laissez votre fils se rétablir. Et nous allons découvrir, ensemble, nous allons découvrir ce qui se passe. Nous allons découvrir pourquoi nous nous reconnaissons. Nous allons découvrir quelle est cette folie qui a plus de sens que n'importe quoi de logique dans ma vie. » Sophie voulait dire oui. Elle voulait rester. Elle voulait comprendre. Mais elle avait peur, parce que si c'était vrai, s'il s'était vraiment connu dans une autre vie, si c'était réel, alors qu'est-ce qui était réel d'autre? Qu'est-ce qui était possible d'autre? Et surtout, s'il s'était aimé avant, que s'était-il passé? Pourquoi s'était-il séparé? Pourquoi la douleur était-elle si grande? La destinée. « Je vais rester », finit-elle par dire, mais seulement jusqu'à ce que Lucas aille mieux. Seulement jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe. Et ensuite, je partirai. Parce que je ne fais pas partie de votre monde, Antoine. Vous êtes riche. Je suis pauvre. Vous êtes PDG. Je suis SDF. Et cela ne changera pas seulement parce que nous ressentons quelque chose que nous ne comprenons pas. Antoine sourit. Un sourire triste. Parce qu'il savait qu'elle avait tort. Il savait que rien ne serait aussi simple. Il savait que quoi que ce soit qui avait commencé cette nuit pluvieuse ne se terminerait pas quand Lucas serait guéri. Cela ne faisait que commencer, et tous deux le savaient. Les 3 jours suivants furent les plus étranges de la vie d'Antoine Dubois. Il annula des réunions, reporta des voyages, travailla de chez lui pour la première fois depuis des années. Tout ça pour rester près de Sophie et Lucas. Et plus il passait de temps près d'elle, plus la sensation devenait forte, la reconnaissance, la familiarité. Les rêves s'intensifièrent. Maintenant, il voyait plus. Il voyait des visages. Il voyait des lieux. Il voyait des scènes entières d'une vie qui n'était pas la sienne, mais qu'il était. Sophie ressentait la même chose. La nuit, après avoir couché Lucas, elle restait éveillée à regarder le plafond et à voir des images. Un immense manoir, des serviteurs, des robes chères, et un homme en uniforme qui la regardait comme si elle était le soleil. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose d'interdit, quelque chose qui se terminait en tragédie. Le 3e jour, Antoine remarqua quelque chose. Il aidait Sophie à changer le pansement d'une coupure qu'elle avait au bras, une blessure qu'elle s'était faite en dormant dans la rue. Mais c'est alors qu'il vit, sur son poignet gauche, une marque. Ce n'était pas un tatouage, c'était une marque de naissance.
en forme d'étoile, petite, délicate, mais parfaitement définie. Antoine se figea. Le monde cessa de tourner, parce qu'il avait exactement la même marque, sur le même poignet, au même endroit. Depuis sa naissance, Sophie remarqua son expression. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle. Antoine ne répondit pas. Il releva simplement la manche de sa propre chemise, montra son poignet gauche, la marque en forme d'étoile. Identique. Sophie regarda, puis regarda sa propre marque, puis le regarda lui, et commença à trembler. « Non, murmura-t-elle, ce n'est pas possible. C'est une coïncidence. Ça doit être une coïncidence. Mais ce n'en était pas une. Tous deux le savaient. La probabilité que deux personnes aient la même marque de naissance, avec la même forme, au même endroit, était pratiquement nulle. Et la probabilité que ces deux personnes se rencontrent par hasard par une nuit pluvieuse et ressentent une reconnaissance instantanée était impossible. À moins que ce ne soit pas un hasard. À moins que ce ne soit le destin. À moins que certaines âmes ne soient marquées pour se rencontrer. Toujours. Dans chaque vie. Peu importe le temps. Peu importe la distance. Peu importe les circonstances. Marquées par des étoiles qui traversent les siècles, cette nuit-là, Sophie fit le rêve le plus vif de tous. Ce n'était pas un fragment. C'était une histoire complète. Elle était comtesse. Elle vivait dans un immense manoir quelque part en Europe, au XIXe siècle. Elle était fiancée à un duc. Un mariage arrangé par sa famille. Mais elle ne l'aimait pas. Elle n'aimait personne. Jusqu'à ce qu'il arrive. Antoine. Son nouveau garde du corps personnel. Un soldat d'origine modeste engagé pour la protéger. Et dès le premier jour, quelque chose se produisit. La chimie était impossible à nier. Le regard qu'il lui portait. Le regard qu'elle lui portait. Interdit, dangereux, irrésistible. Et puis l'amour arriva et en secret, en silence, dans des moments volés, dans des couloirs vides, des jardins la nuit, des regards qui disaient tout sans rien dire, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle était enceinte, de lui, du soldat, de l'homme que sa famille mépriserait, de l'homme qui, s'il était découvert, serait tué. Et il fut découvert. Dans le rêve, Sophie voyait tout. Elle voyait les assassins envoyés par sa famille. Elle voyait Antoine se battre, la défendant jusqu'à son dernier souffle. Elle voyait le sang. Elle le voyait tomber. On la voyait courir, enceinte, essayant de le retenir, entendant ses derniers mots. « Je te retrouverai dans chaque vie. Prends soin de notre enfant. Promets-le. Je le promets. Je t'aime. Ne me quitte pas. Mais il est mort. Et elle a perdu le bébé, à cause du choc. Elle est morte 3 jours plus tard, le cœur brisé. Sophie s'est réveillée en criant « Antoine, non !» Et c'est là qu'elle a réalisé qu'elle ne lui avait jamais demandé son nom. Antoine, comment le savait-elle? La porte de la chambre s'est ouverte. Antoine est entré en courant inquiet. Il souffrait d'insomnie. Il se promenait dans la maison. Il a entendu le cri. « Sophie » a-t-il appelé. « Ça va ?» Mais quand elle l'a regardé, elle pleurait. Elle pleurait une mort survenue il y a 200 ans. Elle pleurait un amour perdu. Elle pleurait un bébé qui n'était jamais né. Et Antoine a compris, parce que lui aussi avait rêvé. La même scène, la même tragédie, la même promesse. Je te retrouverai dans chaque vie. 200 ans plus tard, il avait enfin tenu sa promesse. Le lendemain matin, Antoine a essayé de revenir à la normale. Il a essayé d'être rationnel. C'était un homme d'affaires, un PDG. Il traitait des faits, des données, des chiffres, pas des rêves, pas de réincarnation, pas d'impossibilité romantique d'âme sœur qui traverse les siècles. Alors, il a fait ce qu'il faisait toujours quand quelque chose le dérangeait. Il a fait des recherches. Il a passé des heures sur son ordinateur à lire sur les tâches de naissance, sur les rêves partagés, sur le déjà-vu, sur les phénomènes psychologiques qui pourraient expliquer ce qu'il ressentait. Pareidolie, biais de confirmation, projection, transfert. Il y avait un nom pour tout, une explication rationnelle pour chaque coïncidence. Mais il ne pouvait pas expliquer ce qu'il avait ressenti quand il avait touché la main de Sophie.
Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il connaissait son nom avant de le lui avoir demandé. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi, quand il la regardait, il voyait non seulement son visage, mais des siècles. Sophie essayait aussi de nier. Pendant le petit déjeuner, elle a gardé ses distances. Elle a dit seulement ce qui était nécessaire. Elle s'est concentrée sur Lucas, qui allait mieux. Sa fièvre baissait. Il jouait enfin à nouveau. Mais il était difficile d'ignorer. Parce qu'à chaque fois que leurs regards se croisaient, même par accident, quelque chose se passait. Un frisson. Une reconnaissance. Une certitude qui faisait plus peur que tout. Le 4e jour, Antoine a dû aller au bureau. Une réunion importante qu'il ne pouvait pas reporter. Il a dit à Sophie qu'il reviendrait le soir. Il a laissé son chauffeur et son numéro de téléphone. Il est parti à 8 heures du matin et il a manqué à 10h30. Il était en pleine réunion avec des investisseurs japonais, discutant d'une fusion de 2 milliards d'euros. Quand il a senti un serrement au cœur, une urgence, le besoin de rentrer chez lui, vers elle, vers Lucas. « Excusez-moi », a dit Antoine en se levant brusquement. « Je dois y aller. Urgence familiale. » Les investisseurs étaient choqués. Antoine Dubois n'annulait jamais de réunion. Il ne laissait jamais les affaires à moitié faites. Mais il était déjà parti. Quand il est arrivé à l'appartement, il a trouvé Sophie assise par terre dans le salon, serrant Lucas qui pleurait inconsolablement. Elle pleurait aussi. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a demandé Antoine en s'agenouillant à côté d'eux. « Je ne sais pas », a dit Sophie entre deux sanglots. « Il s'est réveillé en pleurant et il ne s'arrête pas. Je lui ai déjà donné des médicaments. Je lui ai déjà donné du lait. J'ai déjà vérifié sa couche. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas ce qu'il veut. » Antoine a tendu les bras. « Je peux ?» a-t-il demandé. Sophie a hésité. Puis elle a acquiescé. Elle lui a passé Lucas. Et l'impossible s'est à nouveau produit, à l'instant où Antoine a tenu le bébé. Lucas a arrêté de pleurer, instantanément, comme si un interrupteur avait été éteint. Il a regardé Antoine avec ses grands yeux écarquillés, et il a souri. Sophie était paralysée. « Comment as-tu fait ça ?» Antoine était aussi sous le choc, parce qu'au moment où Lucas l'a regardé, il a senti une reconnaissance, une connexion, comme si ce bébé savait, comme si, à un niveau profond et inexplicable, Lucas se souvenait. « Je te retrouverai dans chaque vie. Prends soin de notre enfant. » La promesse d'il y a 200 ans, l'enfant qu'il n'avait pas pu sauver. Et maintenant, dans ce salon, en 2025, Antoine comprenait enfin. Lucas n'était pas seulement le fils de Sophie, c'était le fils qu'ils avaient promis de sauver. C'était la seconde chance qu'ils avaient cherchée à travers les vies. Antoine a commencé à chanter. Il ne savait pas d'où ça venait. Il n'avait pas prévu. Les mots sont sortis tout seuls. Une chanson douce, en français ancien. Une berceuse qu'il n'avait jamais apprise, mais qu'il connaissait d'une certaine manière. Dors, mon enfant. Dors tranquille. Les étoiles veillent sur toi. Dors, mon fils. Dors en paix. Papa est là, maman aussi. Lucas a fermé les yeux. Il s'est complètement détendu dans les bras d'Antoine. Et il s'est endormi. Sophie était blême. « D'où sors-tu cette chanson ?» a-t-elle demandé. Sa voix tremblait. Antoine l'a regardée. « Je ne sais pas. C'est juste. Sorti. Je n'ai jamais appris le français ancien. Je n'ai jamais entendu cette chanson. Mais c'est comme si je l'avais toujours su. » Lucas a dormi pendant 3 heures. Le sommeil le plus profond depuis des jours. Et quand il s'est réveillé, il était complètement rétabli, sans fièvre, sans tout, jouant normalement. Le médecin a dit que c'était miraculeux, que les infections respiratoires chez les bébés ne disparaissaient pas comme ça, du jour au lendemain, qu'il devait y avoir une explication médicale qu'ils ne voyaient pas. Mais Sophie et Antoine savaient la vérité. Ce n'était pas le médecin, ce n'était pas le médicament, c'était quelque chose de plus grand, quelque chose que la science ne pouvait pas expliquer, quelque chose qui se produisait quand des âmes marquées se retrouvaient et tenaient des promesses faites à travers les siècles.
Le soir, après avoir couché Lucas, Sophie a confronté Antoine. « Il faut qu'on parle, sérieusement, de ce qui se passe. » Antoine a acquiescé. « Je suis d'accord. On ne peut plus continuer à ignorer. »« Tu y crois ?» a demandé Sophie, assise en face de lui, les mains croisées sur ses genoux. « Tu crois qu'on a déjà vécu avant? Qu'on s'est déjà connus? Qu'on était quelque chose l'un pour l'autre ?» Antoine a mis du temps à répondre. Il y a une semaine, il aurait dit que c'était de la folie. Il y a une semaine, il se serait moqué de quiconque parlait de réincarnation, de vie passée, de destinée. Mais maintenant, je ne sais plus quoi croire, a-t-il dit. Je sais seulement ce que je ressens. Et je sens que je te connais depuis plus de 4 jours. Je sens que je t'ai cherché sans savoir que je cherchais. Je sens que quand je regarde Lucas, je vois non seulement ton fils, mais notre fils. Et je sais que c'est insensé. Je sais que ça n'a pas de sens, mais c'est la seule chose qui a du sens dans toute ma vie. Qu'auriez-vous fait, vous, si vous ressentiez quelque chose comme ça? Si tout en vous criait qu'une personne était à vous, même sans logique, sans raison, sans explication, auriez-vous accepté? Auriez-vous nié? Auriez-vous fui? Ou, comme Antoine et Sophie, auriez-vous plongé dans l'impossible en essayant de comprendre? Sophie a pris une profonde inspiration. « Il faut que je te montre quelque chose. » Elle est sortie de la pièce. Elle est revenue quelques minutes plus tard avec un vieux carnet, des pages jaunies. « Depuis que je suis ici, je dessine, a-t-elle dit. Pendant les pauses, quand Lucas dort, je dessine des choses que je vois dans mes rêves, des lieux, des personnes, des scènes. » Elle a ouvert le carnet. Les pages étaient remplies de dessins. Et Antoine s'est figé, parce qu'il reconnaissait tout, le manoir immense, les jardins, les salons, l'uniforme militaire, la femme à la robe d'époque, exactement comme il la voyait dans ses propres rêves. Comment? Comment est-ce possible? Commença Antoine. Je ne sais pas, interrompit Sophie. Juste, elles apparaissent, comme des réminiscences, mais d'une vie qui n'est pas la mienne, d'une époque que je n'ai pas vécue. Sauf que si, je l'ai vécue, nous l'avons vécue, ensemble. Antoine prit le carnet. Il tourna les pages, s'arrêta sur l'une d'elles. C'était un dessin d'elle, tenant un bébé. Et à côté, lui. Les 3 ensemble. Mais le dessin était inachevé, comme si elle n'avait pas réussi à le terminer parce que la scène se terminait en tragédie. « Je n'arrivais pas à dessiner la fin, » murmura Sophie. « Parce que c'est trop douloureux, parce que ça finit toujours par ta mort, sa mort. Et moi, je perds tout. » Antoine referma le carnet. Il prit les mains de Sophie. « Alors peut-être que c'est notre chance de changer la fin, d'avoir l'histoire que nous n'avons pas pu avoir, de sauver l'enfant que nous avons perdu. » « Comment ?» demanda Sophie. « Comment changer quelque chose qui s'est passé il y a 200 ans ?»« En vivant différemment maintenant, » dit Antoine, en ne laissant pas la peur gagner, en ne laissant pas la société nous séparer, en ne laissant plus jamais rien nous séparer. Mais Sophie secoua la tête. « Ce n'est pas si simple, Antoine. Tu as 50 millions d'euros. Je suis SDF. Tu as un monde entier. Je n'ai rien. Comment cela pourrait-il marcher ? » « Cela a marché avant, » dit Antoine. « Quand tu étais comtesse et moi soldat. Quand tu avais tout et moi rien. Cela a marché parce que nous nous aimions. Et cela marche maintenant pour la même raison. » Sophie voulait y croire. Mais elle avait peur. Parce que si tout cela était vrai, s'ils étaient vraiment des âmes sœurs, séparées par 200 ans, alors il y avait une raison pour laquelle ils s'étaient séparés. Il y avait une tragédie. Et les tragédies ont tendance à se répéter. Le lendemain matin, Antoine prit une décision. « Je vais te montrer quelque chose. Viens avec moi. » Il emmena Sophie au grenier de l'immeuble. C'était un espace énorme, rempli de cartons, de vieux meubles recouverts de draps blancs, d'objets de famille qu'Antoine n'avait jamais eu le temps de trier. « Ma grand-mère est morte il y a 5 ans, » expliqua Antoine. « Elle a laissé tout ça. Je n'ai jamais eu le courage de regarder. Mais maintenant je crois qu'il y a des réponses ici, » compléta Sophie. Ils passèrent des heures dans le grenier, ouvrant des cartons, fouillant dans des documents, des photos anciennes, des lettres jaunies.
La famille d'Antoine était parisienne, mais avait des racines européennes, espagnoles, du 19e siècle. Et alors, Sophie trouva une petite boîte, en bois sombre, décorée d'incrustations d'argent. Et quand elle l'ouvrit, à l'intérieur, il y avait un médaillon ancien, en or délicat, avec une chaîne fine. Sophie prit le médaillon avec des mains tremblantes. Elle l'ouvrit, et le monde s'arrêta. À l'intérieur, 2 miniatures peintes, un homme en uniforme militaire, une femme en robe bleue. Et c'est nous, murmura Antoine, regardant par-dessus son épaule. C'est exactement nous. Ce n'était pas ressemblant, ce n'était pas similaire, c'était identique. Les mêmes visages, les mêmes yeux, la même marque d'étoile sur son poignet, visible sur la miniature. Sophie retourna le médaillon, au verso, une inscription en français ancien, gravée en lettres délicates, pour toujours, mon amour, A et S, 1820. Antoine et Sophie, il y a 200 ans, ensemble, éternels. Sophie laissa tomber le médaillon. Elle n'arrivait pas à respirer. Elle n'arrivait pas à penser. Parce que c'était la preuve physique, la preuve matérielle, la preuve que ce n'était pas de la folie, ce n'était pas de l'imagination, ce n'était pas une coïncidence, c'était réel. Ils étaient réels. Il y a 200 ans, ils s'aimaient. Et maintenant, tenant ce médaillon qui avait traversé 2 siècles, ils avaient enfin la preuve qu'ils ne pouvaient nier. Certaines personnes vont faire une pause ici. Ils vont avoir besoin de digérer l'impossible. Parce que, quand nous affrontons quelque chose qui défie tout ce que nous pensions savoir sur le monde, sur la vie, sur la mort, le cerveau a besoin de temps. Et si cette histoire vous touche, si elle vous fait remettre des choses en question, si elle vous fait vous souvenir de connexions inexplicables que vous avez ressenties dans votre propre vie, alors peut-être que c'est une histoire qui a besoin d'être racontée. Et si vous voulez que plus d'histoires comme celle-ci soient racontées, pensez à soutenir avec Super Thanks, parce que certaines vérités ont besoin de courage pour être partagées. Antoine ramassa le médaillon des mains de Sophie. Il regarda les miniatures, les visages qui étaient les leurs mais d'une autre époque, l'inscription qui promettait l'éternité. « Je dois savoir le reste, dit-il. Je dois savoir ce qui s'est passé, comment nous avons fini, pourquoi nous nous sommes séparés. » Et il regarda Sophie dans les yeux avec une intensité qui la transperça. « Je dois savoir comment éviter de répéter l'erreur. » Sophie acquiesça. Elle aussi était fatiguée des fragments, des rêves à moitié, des souvenirs qui allaient et venaient sans compléter l'histoire. Elle voulait tout voir, tout comprendre, même si ça faisait mal. « On va faire une chose, dit Antoine. On va essayer, ensemble. On va toucher ce médaillon en même temps et on va laisser les souvenirs venir. Sans résister, sans nier. Juste, on va laisser faire. » Sophie hésita. Elle avait peur de ce qu'elle pourrait voir, de ce qu'elle pourrait ressentir. Mais Antoine lui tendit la main et elle la prit. Ils tinrent le médaillon ensemble, les mains entrelacées autour de l'or ancien. Ils fermèrent les yeux, respirèrent profondément. Et alors, cela arriva. Le monde moderne disparut. Le grenier, Paris, 2024, tout s'évanouit. Et ils virent. 1820, Espagne. Un manoir immense, entouré de jardins parfaitement entretenus. À l'intérieur, des salons gigantesques, avec des lustres de cristal, des meubles d'époque, des œuvres d'art. La richesse dans chaque détail. Et elle, la comtesse Sophie de Monte-Carlo, 24 ans, robe bleue en soie, cheveux attachés en une coiffure élaborée, des bijoux au cou et aux poignets, belle, puissante, prisonnière d'un mariage arrangé avec le duc Alexandre de Bourbon, un homme de 20 ans son aîné, cruel, violent, mais politiquement important. Sa famille avait besoin de cette alliance, alors elle serait sacrifiée. Et alors, il arriva. Antoine Dubois, 28 ans, soldat d'origine modeste, engagé comme garde personnel de la comtesse après des menaces d'enlèvement. Fort,
honorable, des yeux qui voyaient au-delà des apparences. Dès le premier jour, quelque chose se produisit. L'alchimie était impossible. Le regard qu'il lui lançait quand elle passait dans les couloirs, la façon dont elle trouvait des excuses pour être là où il était, des conversations volées dans des coins sombres, des contacts accidentels qui duraient une seconde de plus qu'ils n'auraient dû. Et puis, une nuit, dans le jardin, sous les étoiles, l'inévitable se produisit. « Nous ne devrions pas, » murmura-t-elle, mais ses mains étaient déjà dans les siennes. « Je sais, » répondit-il, « mais je n'arrive pas à arrêter de penser à vous. Je n'arrive pas à respirer quand vous êtes près de moi. Je n'arrive pas à vivre en sachant que vous allez l'épouser et que je ne pourrai jamais vous toucher comme ça. » Et ils s'embrassèrent, et c'était comme si l'univers s'était enfin aligné. Comme si deux moitiés séparées depuis longtemps se complétaient enfin. Les mois qui suivirent furent les plus intenses de leurs deux vies. Amour secret, rencontres cachées, promesses chuchotées. Ils savaient que c'était impossible. Ils savaient que s'ils étaient redécouverts, ils seraient mis à mort, mais ils ne pouvaient pas s'arrêter. Et puis Sophie découvrit qu'elle était enceinte. Elle vit tout. Elle se vit l'annoncer à Antoine. Elle vit sa joie, sa peur, sa promesse de la protéger, elle et le bébé, de fuir ensemble, de commencer une nouvelle vie, où personne ne les connaissait. Mais la famille le découvrit avant qu'il ne puisse s'échapper. Des serviteurs, Léo au duc, entendirent des conversations. Ils rapportèrent. Et une nuit, des assassins furent envoyés. Antoine et Sophie étaient dans sa chambre, planifiant la fuite qui aurait lieu le lendemain matin, lorsque la porte explosa. 6 hommes armés. Le duc était avec eux. « Traîtresse !» cracha le duc. « Tu t'es couché avec un paysan. Tu portes un bâtard. Tu as cru que j'allais laisser passer ça ?» Antoine se plaça devant Sophie, la protégeant de son propre corps. « Elle est enceinte. Ne la touchez pas. Tuez-moi si vous voulez. Mais laissez-la vivre. Laissez notre enfant vivre. » Le duc rit. Son fils. « Cette erreur sera effacée. Avec toi. » Ce qui suivit fut un massacre. Antoine se battit. Tua 3 des 6 assassins. Mais ils étaient trop nombreux. Et puis, une lame le frappa dans le dos, lui perça le poumon. Il tomba. Sophie hurla, courut vers lui, le prit dans ses bras tandis que le sang coulait. Et ce fut dans ces moments finaux, alors qu'il mourait, que les promesses furent faites. « Je te retrouverai dans chaque vie », murmura Antoine, du sang coulant de sa bouche. « Peu importe combien de temps cela prendra, peu importe combien de vies je vivrai, je te retrouverai. Et nous aurons notre enfant. Nous serons heureux. Promets que tu m'attendras. Je te le promets. » Pleura Sophie. « Je t'aime. Ne me quitte pas. S'il te plaît. Ne me quitte pas. » Mais il mourut, là, dans ses bras. Et Sophie sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. Le duc l'arracha du corps, l'enferma dans sa chambre, 3 jours plus tard, sous le choc et la tristesse. Sophie perdit le bébé. Et le 5e jour, le cœur brisé et sans aucune envie de vivre, elle s'arrêta simplement, ferma les yeux et mourut. De tristesse, d'amour, de promesses non tenues. Antoine et Sophie ouvrirent les yeux en même temps. Ils étaient de retour dans le grenier. 2025, Paris. Mais les larmes qui coulaient datèrent d'il y a 200 ans. Tous deux sanglotaient. Ils ne pouvaient pas s'arrêter, parce que ce n'était pas qu'une vision. C'était un souvenir réel, ressenti, vécu, la douleur de la mort, la perte de l'enfant, la promesse faite avec le dernier souffle. Et maintenant, ils comprenaient. Ils comprenaient pourquoi ils s'étaient reconnus, pourquoi la connexion était si forte, pourquoi se regarder l'un l'autre faisait mal et guérissait en même temps. Parce qu'ils avaient promis. Et les âmes qui promettent n'oublient pas, même à travers 200 ans, même à travers des morts et des renaissances. La promesse perdure. Antoine prit le visage de Sophie entre ses mains. « Je t'ai retrouvé. Il a fallu 200 ans, mais je t'ai retrouvé.
Et cette fois, nous aurons notre enfant. Cette fois, personne ne nous séparera. Cette fois, nous tiendrons notre promesse. Sophie ne pouvait pas parler. Elle ne faisait que pleurer. Pleurer la mort ancienne. Pleurer les retrouvailles nouvelles. Pleurer Lucas, qui était la réincarnation de l'enfant qu'ils avaient perdu. Pleurer parce que finalement, enfin, tout faisait sens. Ils s'embrassèrent. Et c'était comme si 200 ans disparaissaient. Comme s'ils retournaient dans ce jardin en 1820. Sauf que cette fois, il n'y avait pas de duc, pas d'assassin, pas de société qui les sépare. Cette fois, ils étaient libres. Mais il restait une question. Lucas, le bébé, il était aussi. Antoine eut la réponse en premier. Ils descendirent en courant du grenier, allèrent dans la chambre où Lucas dormait. Le bébé se réveilla quand ils entrèrent, mais ne pleura pas. Il les regarda juste et sourit. Ce sourire, Antoine le vit, le même sourire qu'il avait vu dans la vision. Le bébé qu'ils n'avaient pas pu sauver en 1820. Né, de retour, les attendant. « C'est lui », murmura Antoine, « notre fils. Il est revenu. Il a attendu 200 ans pour revenir, pour que nous puissions le sauver cette fois. » Sophie prit Lucas dans ses bras, s'assit sur le lit. Antoine s'assit à côté. Et là, tous les trois ensemble, finalement. La famille qu'ils avaient été empêchés d'être il y a 2 siècles se compléta. Et c'est à ce moment-là qu'il se passa quelque chose d'extraordinaire. Lucas posa une petite main sur la main d'Antoine, l'autre sur la main de Sophie, et joignit les deux. À la seconde où les mains se touchèrent, avec Lucas comme pont entre elles, tous les trois eurent une vision, pas de 1820, mais de quelque chose de plus grand, de quelque chose d'éternel. Ils virent toutes les vies qu'ils avaient vécues, se cherchant l'un l'autre. Ils virent des rencontres brèves, qui n'avaient pas abouti. Ils virent des vies où ils s'étaient presque rencontrés, mais cela n'avait pas marché. Ils virent la quête d'âmes marquées à travers les siècles, et ils virent quelque chose de plus. Ils virent que Lucas n'était pas seulement le bébé de 1820, c'était une âme ancienne, une âme qui avait choisi de revenir, qui avait attendu le bon moment. Qui savait qu'Antoine et Sophie finiraient par se retrouver dans la bonne vie, et étaient venus être leur fils, pas par hasard, par choix, parce que certaines âmes ne se rencontrent pas seulement, elles se choisissent, à travers les vies, à travers les morts, à travers des promesses qui transcendent le temps. La vision se termina, les trois pleuraient, mais c'étaient des larmes de joie, d'achèvement, de enfin rentrer à la maison après 200 ans perdus. Antoine regarda Sophie. « Tu comprends ce que cela signifie? Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas de la chance. C'était le destin. Toi, moi, Lucas. Nous étions faits pour être ensemble. Et rien, rien dans ce monde ou dans l'autre ne nous séparera plus jamais. » Sophie le croyait. Finalement, elle le croyait. Pas seulement dans sa tête, mais dans son âme. Parce qu'elle le sentit, le vit, le vécut. Si vous n'avez pas ressenti de frisson jusqu'à présent, commentez frisson, parce que cette histoire ne devrait pas être possible. Mais elle l'est. Et si elle vous touche, c'est parce que vous aussi, vous avez déjà ressenti cela. Vous avez déjà reconnu quelqu'un que vous ne devriez pas connaître. Vous avez déjà eu une certitude inexplicable. Vous avez déjà aimé à travers l'impossible. Dans les jours qui suivirent, beaucoup de choses changèrent. Antoine ne retourna pas au travail. Il délégua tout. Pour la première fois en 38 ans, l'entreprise n'était pas la priorité. Sophie l'était. Lucas l'était. La famille qu'ils avaient promise il y a 200 ans l'était. Il engagea des avocats, organisa des documents, mit Sophie comme bénéficiaire dans son testament, ouvrit des comptes à son nom, transféra des propriétés. Pas parce qu'il pensait qu'il allait mourir, mais parce que cette fois, dans cette vie, rien ne serait laissé au hasard. Sophie résista au début. « Je ne veux pas de ton argent, Antoine, » dit-elle. Et Antoine sourit, parce que maintenant, elle l'appelait Antoine.
comme en 1820. Comme cela aurait toujours dû être. « Ce n'est pas mon argent, répondit-il. C'est le nôtre. Comme cela aurait dû être il y a 200 ans. Tu étais comtesse, j'étais soldat, tu avais tout, je n'avais rien. Maintenant, c'est l'inverse. Mais peu importe qui a quoi. Ce qui importe, c'est que nous ne faisons qu'un. Et ce qui est à moi, est à toi. Ça l'a toujours été. » Et puis, un dimanche matin, Antoine fit quelque chose qu'il planifiait depuis qu'il avait trouvé le médaillon. Il prit Sophie et Lucas, les installa tous les trois dans la déesse, conduisit pendant des heures jusqu'à un petit village, dans la région parisienne. « Où allons-nous » demanda Sophie. « Tu vas voir » répondit Antoine. Ils s'arrêtèrent devant un vieux cimetière, très vieux, de 1800. Antoine se gara, prit Lucas dans ses bras et tendit la main à Sophie. Ils marchèrent entre les tombes, jusqu'à arriver à l'une d'elles, ancienne, presque effacée par le temps, mais encore lisible. Antoine Rodrigue, 1792-1820, soldat, mort en défendant ceux qu'il aimait, et à côté, une autre tombe, plus petite, plus discrète, comtesse Sophie de Monte-Carlo, 1796-1820, décédée le cœur brisé, qu'elle repose avec son amour. Sophie tomba à genoux. Ici, nous sommes ici, nos corps sont ici. Antoine s'agenouilla à côté d'elle, Lucas dans ses bras, et tous les trois restèrent là, en silence, à regarder les tombes de ceux qu'ils avaient été il y a 200 ans. Et alors, Antoine parla, pas à Sophie, mais aux tombes, aux vies qu'ils avaient vécues, à la promesse qu'ils avaient faite. « Nous avons tenu notre promesse, » dit-il, la voix ferme, mais émue. « Tu as dit que tu me retrouverais, j'ai dit que je te chercherais. Et nous avons tenu parole, 200 ans plus tard. Mais nous avons tenu parole. Et cette fois, dans cette vie, nous aurons notre fils, nous serons heureux, nous aurons la vie qui nous a été volée. Et quand notre heure viendra, nous partirons ensemble, pas séparés, pas dans la tragédie, mais en paix. » Sophie posa sa main sur la sienne. Lucas posa sa petite main sur les deux, et là, sur les tombes de ceux qu'ils furent dans une autre vie. La famille de 1820 se réunit enfin en 2025, et la promesse, faite avec un dernier souffle en 1820, fut tenue sous le soleil de 2025. 200 ans, 2 vies, une promesse. Et finalement, la paix. Mais l'univers n'avait pas encore fini de révéler ses secrets, car 3 jours après avoir visité les tombes, Antoine reçut un appel d'une maison de vente aux enchères à Madrid, spécialisée dans l'art et les objets historiques de 1800. « Monsieur Dubois, » dit la voix au téléphone, « vous nous avez alerté il y a des années sur tout objet lié à la comtesse Sophie de Monte-Carlo, et nous venons de recevoir quelque chose d'extraordinaire, un portrait, peint en 1820, d'elle, enceinte, et il faut ici expliquer quelque chose d'important. Antoine n'a pas commencé à chercher des informations sur la comtesse Sophie de Monte-Carlo après avoir rencontré Sophie dans la rue. Il cherchait depuis 8 ans, depuis l'âge de 30 ans, depuis que les rêves avaient commencé, car Antoine rêvait, toutes les nuits, de la même femme, du même visage, du même jardin. Il la voyait enceinte, il la voyait pleurer, il se voyait mourir dans ses bras. Et il se réveillait toujours avec le nom de Sophie sur les lèvres et une douleur dans la poitrine qui n'avait aucun sens. Au début, il pensa qu'il était fou. Il consulta des psychologues, prit des médicaments, essaya d'arrêter de rêver. Mais ça ne fonctionnait pas. Les rêves continuaient, plus vifs, plus réels, jusqu'à ce qu'un jour, il décide d'enquêter. Il engagea des historiens, des chercheurs, donna le nom de Sophie, donna l'époque approximative qu'il voyait dans ses rêves, 1800 à 1850, et après des mois de recherche, ils trouvèrent comtesse Sophie de Monte-Carlo, morte en 1820, à 24 ans, de chagrin, enterrée à côté d'un soldat nommé Antoine Rodrigue. Quand Antoine Dubois lut cela en 2017, il sentit le monde s'arrêter, car le soldat portait son nom, et il mourut en défendant la comtesse.
Et elle mourut de tristesse 5 jours plus tard. Exactement comme dans les rêves. Il n'en parla à personne. Ils auraient la pensée qu'il était insensé. Mais depuis lors, il laissa des alertes dans toutes les maisons de vente aux enchères d'Europe. Tout objet, tout document, tout ce qui était lié à la comtesse Sophie de Monte-Carlo. Il voulait savoir. Et maintenant, 8 ans plus tard, 3 jours après avoir trouvé Sophie Moreau dormant dans la rue, l'appel arriva, le portrait, la preuve finale, la connexion impossible entre rêves et réalité. Antoine faillit laisser tomber le téléphone. Quand aura lieu la vente aux enchères est dans 5 jours. Mais comme vous êtes notre client prioritaire, nous pouvons vous envoyer des photos maintenant. Envoyez. 5 minutes plus tard, l'email arriva. Antoine l'ouvrit, et ce qu'il vit le fit arrêter de respirer. C'était elle, Sophie. Mais pas la Sophie de 2025, la comtesse Sophie de 1820. Assise dans un jardin, vêtue d'une robe d'époque, le regard serein, une main sur son ventre, enceinte. Et ce n'était pas seulement une ressemblance, c'était identique. Le visage, les yeux, le sourire, chaque détail. C'était impossible, mais c'était là une preuve visuelle, irréfutable. Antoine imprima la photo, l'apporta à Sophie, la lui montra sans rien dire. Sophie regarda, et ses jambes flanchèrent. Antoine la retint avant qu'elle ne tombe. « C'est moi », murmura-t-elle. « C'est mon visage. Mais comment? Comment est-ce possible ?»« Parce que c'était toi », répondit Antoine. « Il y a 200 ans, enceinte de Lucas. Et maintenant nous avons la preuve. Pas seulement la vision, pas seulement les tombes, mais une preuve que n'importe qui peut voir, que n'importe quel sceptique peut toucher. Toi, moi, Lucas. Nous existions en 1820 et nous sommes revenus en 2025. Sophie ne put retenir ses larmes, car jusqu'à présent, même après tout, une petite partie d'elle doutait encore, pensait encore que cela pouvait être une coïncidence. Mais maintenant, avec son visage d'il y a 200 ans la regardant depuis un écran, il n'y avait plus de doute. C'était vrai. Tout était vrai. Antoine acheta le portrait, paya 3 fois le prix estimé. Il s'en fichait. Quand il arriva, 1 semaine plus tard, il l'accrocha dans le salon, ne le cacha pas, ne le garda pas dans un coffre-fort, l'accrocha là où tout le monde pouvait le voir. Mais la maison de vente aux enchères envoya autre chose, des documents, des papiers anciens qui accompagnaient le portrait, des certificats d'authenticité, la provenance de la pièce, et parmi eux, 2 actes de décès, originaux, de 1820. Antoine les ouvrit avec les mains tremblantes. Le premier disait « Acte de décès, Antoine Rodrigue, soldat de la garde royale, 28 ans, décédé le 15 mars 1820. Cause, blessure de combat en défendant un membre de la noblesse, enterré au cimetière Saint-Michel, Paris. » Le second, acte de décès, comtesse Sophie de Monte-Carlo, 24 ans, décédée le 20 mars 1820. Cause, chagrin profond et perte d'un enfant à naître, enterré à côté d'Antoine Rodrigue, conformément à sa dernière volonté. Qu'elle repose avec celui qu'elle aimait. Antoine lut, relut, et alors il comprit quelque chose qui le brisa et le guérit en même temps. Elle demanda à être enterrée à côté de lui. Une comtesse, demandant à être enterrée à côté d'un soldat. Contre toutes les règles sociales de 1820. Contre tout. Et elle réussit. Parce que l'amour véritable, même en 1820, transcendait la mort et la société. Il montra les documents à Sophie. Et quand elle lut conformément à sa dernière volonté, elle s'effondra. Parce qu'à ce moment-là, elle comprit qui elle était. Pas seulement dans les rêves, pas seulement dans les visions, mais dans des documents officiels, à l'encre indélébile, dans des registres historiques. Elle aima Antoine en 1820, au point de défier des siècles de tradition pour être enterrée à côté de lui. Et maintenant, en 2025, elle avait la chance de vivre ce qu'elle n'avait pas pu vivre alors. Sophie serra les documents contre sa poitrine et pleura. Pleura pour qui elle avait été, pleura pour qui était mort, et pleura de joie pour qui elle pouvait maintenant être. Antoine la serra dans ses bras et lui murmura quelque chose qu'elle avait besoin d'entendre.
Tu t'es battu pour moi en 1820, contre sa famille, contre la société, contre toutes. Et maintenant, c'est mon tour. Mon tour de te protéger, de te donner la vie que tu mérites, de tenir la promesse que tu as entamée il y a 200 ans. Et à ce moment-là, Sophie sut, elle sut qu'elle était chez elle. Enfin, après 200 ans de recherche, elle était enfin chez elle. Et chaque fois que quelqu'un demandait qui était la femme du tableau, Antoine souriait et répondait la vérité. C'est ma femme, depuis 200 ans, et aujourd'hui aussi. Et j'ai les documents pour le prouver. Et si vous trouvez cette histoire invraisemblable, si vous pensez que rien de tout cela n'a de sens, alors laissez-moi vous demander une chose. Avez-vous déjà regardé quelqu'un et senti que vous le connaissiez déjà? Avez-vous déjà eu une certitude absolue au sujet d'une personne que vous venez de rencontrer? Avez-vous déjà rêvé d'endroits que vous n'avez jamais visités, de visages que vous n'avez jamais vus, mais que vous reconnaissez d'une manière ou d'une autre? Parce que ce n'est pas de la fiction, c'est de la mémoire, de vie que nous avons vécue, d'âmes que nous avons rencontrées, de promesses que nous avons faites, et que notre âme n'oublie pas, même lorsque notre esprit ne se souvient pas. Le fil rouge du destin. Et si cette histoire vous touche, ce n'est pas un hasard, c'est parce que vous aussi, vous avez des promesses, vous aussi. Vous avez des âmes que vous recherchez. Et peut-être, juste peut-être, que lire ceci maintenant. C'est l'univers qui vous dit que vous vous en approchez. Le hasard n'existe pas. Mais l'histoire d'Antoine, de Sophie et de Lucas n'était pas encore arrivée à son terme, parce que 2 semaines après avoir reçu le portrait, Lucas tomba malade, fièvre élevée, très élevée, 40 degrés. Elle ne baissait avec aucun médicament. Antoine l'emmena à l'hôpital, les meilleurs médecins de Paris. Examens, encore des examens, et alors le diagnostic, infection grave, nécessité d'une chirurgie d'urgence. Mais c'est risqué, il est très petit. Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds, parce que c'était exactement comme en 1820. Ils s'étaient rencontrés, ils étaient restés ensemble. Et maintenant Lucas, le fils qu'il n'avait pas réussi à sauver il y a 200 ans, était de nouveau en danger. Non, dit Antoine. Voix ferme. Cette fois-ci. Non, cette fois-ci. Je le sauve. Faites la chirurgie. Utilisez les meilleurs. Faites ce qu'il faut. Mais sauvez mon fils. La chirurgie fut programmée pour le lendemain. Antoine ne dormit pas. Sophie ne dormit pas. Ils restèrent avec Lucas toute la nuit, le tenant contre eux, chantant pour lui. La même chanson en vieux français. Dors mon enfant, dors tranquille. Les étoiles veillent sur toi. Dors mon fils, dors en paix. Papa est là, maman aussi. Et Lucas, même avec de la fièvre, même malade, souriait, parce qu'il reconnaissait, se souvenait, savait que cette fois, ce serait différent. La chirurgie dura 4 heures. 4 heures qui parurent 4 siècles. 4 heures durant lesquelles Antoine fit les 100 pas dans la salle d'attente. Il n'arrivait pas à s'asseoir. Il n'arrivait pas à rester immobile. Parce que chaque minute qui passait était une minute où Lucas était en danger. Et il ne pouvait rien faire, juste attendre. Sophie était assise, mains entrelacées, priant, pour Dieu, pour l'univers, pour les âmes de 1820, pour toute force qui existait. Ne le reprenez pas. S'il vous plaît, nous l'avons déjà perdu une fois. Nous ne pouvons pas le perdre de nouveau. Et pendant qu'elle priait, elle eut des visions du bébé qu'elle avait perdu en 1820, du choc qui lui avait fait le perdre, de la douleur insupportable et de la peur terrible que l'histoire se répète, que même après 200 ans, même après s'être retrouvés, le destin les séparerait encore. Antoine remarqua qu'elle tremblait, s'assit à côté, lui prit les mains. « Il va bien aller, » dit Antoine. Mais la voix trahissait l'incertitude, parce que lui aussi, il avait peur, parce que lui aussi, il se souvenait du fils qui n'était pas né, de la promesse non tenue, du vide de 200 ans. « Et s'il ne va pas bien ?» murmura Sophie.
Et si c'est comme en 1820? Et si nous n'arrivons pas à le sauver cette fois non plus? Antoine n'avait pas de réponse, parce que la peur de Sophie était la sienne. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était lui tenir les mains et attendre. Attendre que cette fois, dans cette vie, le destin soit différent. Les minutes s'étiraient. Chaque seconde était une torture. Antoine regardait la montre. 2 heures, 3 heures, 3 heures et demie. Combien de temps encore? Combien de temps avant de savoir? Et alors, à la 4e heure, la porte de la salle de chirurgie s'ouvrit. Un médecin sortit, masque chirurgical encore sur le visage, gants tachés de sang. Et Antoine sentit son cœur s'arrêter. Parce que l'expression du médecin était neutre, impossible à lire, et pendant une seconde terrible, Antoine fut certain qu'il avait perdu. De nouveau, Sophie se leva, saisit la main d'Antoine, et tous deux restèrent là, paralysés, attendant le verdict. Le médecin marcha vers eux, enleva son masque lentement. Et alors, finalement, sourit. La chirurgie a été un succès. Nous avons réussi à retirer toute l'infection. Il est stable. Il respire seul. Il devra rester quelques jours en observation, mais il va se rétablir complètement. Pendant un moment, aucun d'eux ne bougea, comme s'ils n'arrivaient pas à traiter les mots, comme s'ils ne pouvaient pas y croire. Et alors, la réalité frappa. Antoine tomba à genoux. Là, au milieu du couloir de l'hôpital, non pas de faiblesse, de gratitude pure, de soulagement dévastateur, de promesses enfin tenues, Sophie se couvrit le visage de ses mains et sanglota. Non pas de tristesse, de bonheur explosif, de peur qui se dissipait enfin, de 200 ans d'attente se terminant en sauvetage, parce que cette fois, dans cette vie, il avait réussi. Ils avaient réussi. Ils avaient sauvé leur fils, ils avaient protégé leur famille, ils avaient tenu la promesse qu'ils n'avaient pas pu tenir en 1820. Sophie s'agenouilla à côté d'Antoine, le serra dans ses bras, et tous deux pleurèrent là, sur le sol froid de l'hôpital, tandis que les médecins et les infirmières passaient autour. Mais peu importait, parce que Lucas était vivant, était sauvé. Et enfin, après 2 siècles de recherche et de douleur, ils avaient ce qu'ils avaient promis, une famille, complète, vivante, ensemble. « Pouvons-nous le voir ?» demanda Antoine, voix brisée par l'émotion. « Il est encore en salle de réveil, » répondit le médecin, « mais dans 1 heure, vous pourrez entrer. » Cette heure fut la plus longue de leur vie, plus longue que la chirurgie, plus longue que les 200 ans de séparation, parce que maintenant, ils savaient que Lucas était vivant, et ils voulaient le voir, le serrer contre eux, confirmer de leurs propres yeux. Et quand ils permirent enfin l'entrée, quand Antoine et Sophie entrèrent dans la salle de réveil et virent Lucas, petit et fragile, sur le lit d'hôpital, mais respirant, vivant, tous deux s'arrêtèrent, parce que là était la preuve physique, irréfutable, que cette fois, ça avait marché, que la promesse avait été tenue, que 200 ans d'attente n'avaient pas été vains. Antoine s'approcha, toucha le petit visage de Lucas et murmura quelque chose que Sophie eut du mal à entendre. « J'ai promis que je te sauverais. J'ai promis il y a 200 ans. Et j'ai tenu ma promesse, mon fils. J'ai enfin tenu ma promesse. » Lucas resta à l'hôpital pendant 5 jours. Et chaque jour, Antoine et Sophie restèrent avec lui. Ils ne sortirent pas. Ils ne le laissèrent pas seul, parce qu'ils avaient promis, il y a 200 ans. Et cette fois, rien ne les séparerait. Et si vous avez ressenti quelque chose en lisant ceci, si votre cœur s'est serré quand Lucas est tombé malade, si vous avez soupiré de soulagement quand il a été sauvé, alors, commentez, j'y crois, parce que ces histoires n'arrivent jamais par hasard. Elles arrivent pour nous rappeler que l'amour ne meurt pas, que les promesses transcendent le temps et que certaines âmes se retrouvent, peu importe le nombre de vies nécessaires. Et si vous croyez à ça, vous n'êtes pas seul. Le jour où Lucas a pu rentrer chez lui,
Antoine a fait quelque chose qu'il planifiait depuis des semaines. Il a ramené Sophie et Lucas dans cette rue. La rue où tout avait commencé. Le trottoir où il l'avait vue pour la première fois, dormant sous la pluie, protégeant le bébé avec son propre corps. « Pourquoi revenons-nous ici ?» demanda Sophie. « Pour se souvenir, » répondit Antoine. « Pour ne jamais oublier que l'univers nous a trouvés, dans l'endroit le plus improbable, au moment le plus impossible. Toi, dormant dans la rue. Moi, passant en DS. 200 ans de recherche se terminant par une nuit de pluie à Paris. Il gara la voiture exactement au même endroit. Ils sortirent et restèrent debout sur le trottoir. Et Antoine parla. « Ce jour-là, quand je t'ai vu, quelque chose à l'intérieur de moi a crié. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne comprenais pas. Mais maintenant je sais. C'était mon âme, reconnaissant la tienne. C'était 200 ans de promesses qui se réalisaient. C'était le destin qui disait que finalement, l'heure était venue. » Sophie serra sa main, et avec Lucas dans les bras, tous les trois restèrent là, à l'endroit où tout avait commencé, où deux âmes séparées par 2 siècles se sont enfin retrouvées. Et alors, il commença à pleuvoir, comme cette nuit-là, une pluie fine, douce. Et Antoine regarda Sophie et vit la même scène, la même femme, le même bébé. Mais cette fois, elle n'était pas seule sous la pluie. Cette fois, il était là, protégeant, aimant, accomplissant. « Tu sais ce que j'ai appris de tout ça, » dit Antoine. « Que l'univers n'oublie pas, que les promesses faites avec le cœur débordent dans d'autres vies, que peu importe le temps qui passe. 2 âmes qui s'aiment vraiment se retrouvent toujours. » Et Sophie savait qu'il avait raison, parce qu'elle l'avait senti, vécu. Ce n'était pas de la théorie, c'était de l'expérience. 2 mois plus tard, Antoine et Sophie se marièrent. Pas une grande cérémonie. Ils ne voulaient pas. C'était simple, dans une petite chapelle, juste les 3. Antoine, Sophie et Lucas. Et quand le prêtre demanda s'il acceptait Sophie comme épouse, Antoine ne dit pas seulement « oui », il dit quelque chose de plus. « J'accepte, dans cette vie, dans la prochaine, et dans toutes celles qui viendront, comme je l'ai promis il y a 200 ans, comme je l'accomplis aujourd'hui, comme je l'accomplirai toujours. » Et quand il mit l'alliance à son doigt, ce n'était pas seulement un symbole, c'était une continuation d'une promesse ancienne, d'un amour éternel, de 2 âmes enfin en paix. Sophie non plus ne dit pas seulement « oui », elle dit « je t'aime, je t'ai aimé en 1820, je t'aime en 2025, et je t'aimerai en 2225, si nous devons revenir. Parce que tu es ma maison, tu l'as toujours été, tu le seras toujours. » Et Lucas, dans les bras de sa marraine, battit des mains et sourit, parce qu'il savait, il a toujours su, qu'il était leur fils, qu'il avait attendu 200 ans, qu'il avait choisi de revenir exactement maintenant, pour la vie où finalement, il réussirait. La vie après le mariage fut normale et extraordinaire en même temps. Antoine continua à travailler, mais maintenant avec équilibre. Il quittait le bureau à 17h, dînait avec sa famille, mettait Lucas au lit en chantant une chanson française, et jamais, il ne laissa le travail être plus important qu'eux. Sophie ouvrit un atelier d'art, et c'est là que quelque chose d'extraordinaire arriva. Elle découvrit qu'elle avait un talent inexplicable pour la restauration de pièces de 1800, spécifiquement de 1800. Elle réussissait à identifier des techniques de peinture qu'aucun livre n'enseignait. Elle savait comment les artistes de cette époque mélangeaient les pigments. Elle connaissait des détails de vêtements et de bijoux que seulement quelqu'un qui avait vécu à cette époque pouvait savoir. Et ce n'était pas un talent appris, c'était de la mémoire, de quand elle vivait à cette époque, de quand elle était la comtesse Sophie de Monte-Carlo et fréquentait les salons d'art à Paris et à Madrid. Les musées commencèrent à la contacter. Les galeries européennes lui envoyèrent des pièces à restaurer, et chaque fois qu'elle prenait une toile de 1820, Sophie sentait quelque chose, une connexion, comme si elle touchait son propre passé,
Un jour, 3 ans après le mariage, arriva une commande spéciale, un portrait d'une femme noble, espagnole, peint en 1819, et quand Sophie l'ouvrit, elle se figea, parce qu'elle reconnaissait la robe. Elle se souvenait d'elle, pas d'une photo, mais de la portée. Elle se souvenait de la soie contre sa peau, du poids du tissu, de la sensation d'être dans ce jardin, ce jour-là, posant pour ce portrait. Elle appela Antoine, montra la peinture, et lui aussi sentit. Parce que ce jardin était le jardin où ils s'étaient rencontrés en 1820, où il la gardait, où ils étaient tombés amoureux. Ce n'est pas une coïncidence, dit Antoine. C'est l'univers qui te montre, qui te confirme. Tu as vécu ça, tu étais ça, et maintenant tu es de retour. Pas comme comtesse, mais comme Sophie, libre, heureuse, vivante. Et Sophie sut qu'il avait raison, parce que chaque pièce qu'elle restaurait n'était pas seulement du travail, c'était une reconnexion avec qui elle avait été, avec ce qu'elle avait vécu, avec les 24 ans qu'elle avait eus avant de mourir de tristesse en 1820. Lucas grandit en bonne santé, intelligent et avec des caractéristiques particulières qui ne pouvaient pas être expliquées. Parfois, quand il était très petit, avec seulement 2 ans, il parlait des mots en français ancien, des mots que personne ne lui avait enseignés, qu'il ne devrait pas savoir, mais qui jaillissaient naturellement. Maman, il appelait Sophie, pas maman, maman, comme les enfants français de 1820 appelaient leur mère. Et quand il avait des cauchemars, il se réveillait en criant en français, des phrases que même Sophie ne comprenait pas complètement, mais qu'Antoine reconnaissait. Parce que c'étaient des phrases qu'il entendait dans ses propres rêves, des échos de 1820, des mémoires que Lucas portait, d'une vie qu'il avait vécue avant de naître. À 5 ans, Lucas dessina quelque chose qui fit s'arrêter Antoine et Sophie. Un jardin, avec une fontaine, et 2 personnes, un homme en uniforme, une femme en robe longue, et entre eux, dans les mains de la femme, un ventre rond. Il n'avait jamais vu le portrait de 1820. Il n'avait jamais été dans le jardin royal en Espagne, mais il dessina, avec des détails qu'un enfant de 5 ans ne devrait pas connaître, parce que ce n'était pas de l'imagination, c'était un souvenir. « Lucas, d'où as-tu sorti ça ?» demanda Sophie, la voix tremblant. Et Lucas, à 5 ans, la regarda avec des yeux anciens, des yeux qui avaient déjà vécu, et il dit quelque chose qui les brisa. « Je me souviens, maman, j'étais ici. » Il pointa le ventre de la femme dans le dessin. « Vous attendant de naître, mais ça n'a pas marché. Alors j'ai attendu, longtemps, jusqu'à ce que vous vous retrouviez. Et alors je suis venu. » Sophie couvrit sa bouche, des larmes coulant. Antoine s'agenouilla à côté de son fils. « Tu te souviens de 1820 ?» demanda-t-il. Lucas acquiesça, lentement. « Mais je me souviens. Tu m'as sauvé maintenant, papa. Merci de m'avoir sauvé. » Et Antoine et Sophie n'ont jamais caché l'histoire. Ils l'ont racontée à des amis, à la famille. Certains ont cru. D'autres ont pensé que c'était de la folie, mais ça n'avait pas d'importance, parce qu'ils savaient, ils avaient vécu, senti, et chaque fois que quelqu'un doutait, Antoine montrait simplement le portrait de 1820, et il se demandait comment expliquer le visage identique de Sophie dans une peinture vieille de 200 ans. Personne ne pouvait l'expliquer, parce qu'il n'y avait aucune explication rationnelle, seulement la vérité impossible, la réincarnation, l'âme sœur, la promesse accomplie. Les années passèrent, Lucas grandit, devint un homme, et un jour, déjà adulte, il posa une question, qu'Antoine et Sophie savaient qu'elle viendrait. « Papa, maman, vous pensez que moi aussi, je vais trouver mon âme sœur, quelqu'un d'une autre vie ?» Et Antoine sourit, parce qu'il avait la réponse. « Mon fils, si ton âme a fait des promesses, si elle a aimé vraiment dans une autre vie, alors oui, tu vas la trouver. Ça peut prendre du temps. Ça peut être difficile. Mais ça arrivera. Parce que les âmes qui s'aiment ne se perdent pas.
Elles attendent simplement le moment juste. Et quand il arrive, tu le sais. Tu n'as pas besoin de preuves. Tu n'as pas besoin de logique. Tu le sens simplement. Et quand tu le sentiras, ne la laisse pas partir. Peu importe ce que la société dit. Peu importe les obstacles. Accroche-toi. Parce que la vie est courte. Mais l'amour, l'amour véritable, celui-là est éternel. Et Lucas comprit. Parce qu'il portait la même âme, la même capacité d'aimer à travers les vies, le même destin de promesse qui transcende le temps. Antoine et Sophie vieillirent ensemble. Et ce fut magnifique. Parce qu'ils n'avaient pas eu ça en 1820. Ils n'avaient pas eu le temps. Ils avaient été séparés jeunes, lui à 28 ans, elle à 24 ans, dans la tragédie, dans le sang, dans une promesse inachevée. Mais en 2025, ils avaient tout. 50 ans ensemble, 50 ans d'amour, de complicité, de promesses vécues jour après jour. À 60 ans, ils renouvelèrent leurs vœux, dans le même cimetière où ils visitèrent les tombes de 1820. Et c'était parfait. Parce que là, sur les vies passées, ils célébrèrent la vie présente. Lucas, maintenant âgé de 30 ans, et marié lui aussi, fut témoin. Et il pleura. Parce qu'il comprit la force d'un amour qui traverse 200 ans. Et il jura pour lui-même qu'il aimerait ainsi lui aussi. À 70 ans, Antoine eut un léger AVC. Sophie ne quitta pas son chevet à l'hôpital, pas une minute. Et quand il se réveilla, la première chose qu'il vit fut elle, lui tenant la main, comme en 1820. Mais cette fois, il ne mourut pas. Cette fois, il se rétablit, et ils eurent 10 années de plus. À 75 ans, Sophie eut un cancer. Antoine vendit 3 propriétés pour payer le meilleur traitement, et ça fonctionna. Elle entra en rémission, et ils eurent 5 années de plus. À 80 ans, ils étaient tous les deux plus faibles, mais toujours ensemble, toujours main dans la main, chantant encore la chanson française. Aux petits-enfants de Lucas, transmettant l'histoire, pour que les prochaines générations sachent que l'amour véritable ne meurt pas, ne meurt jamais. Et à 88 ans, quand ils étaient déjà fatigués, quand ils avaient déjà vécu tout ce qu'ils avaient besoin de vivre, il arriva quelque chose d'extraordinaire. Ils tombèrent malades ensemble. Le même jour, la même maladie, une pneumonie, comme si leur corps avait combiné, comme si, après 50 ans ensemble en 2025 et une vie ensemble en 1820, leurs organismes étaient synchronisés, vivants, et maintenant, mourants, au même rythme. Les médecins ne comprenaient pas, statistiquement impossible, mais Antoine et Sophie savaient, ce n'était pas une maladie. C'était l'heure, et cette fois, contrairement à 1820, ils partiraient ensemble. Lors de la dernière nuit, allongés côte à côte à l'hôpital, Antoine prit la main de Sophie. « Je n'ai pas peur, dit-il. »« Moi non plus, répondit-elle. Parce que cette fois, nous partons ensemble. Et je sais déjà que je vais te retrouver à nouveau. Peut-être dans 100 ans, peut-être dans 200 ans, mais je vais te retrouver, comme je te retrouve toujours. » Et Antoine sourit, parce qu'il savait qu'elle avait raison. « Je t'aime, Sophie, dans cette vie, dans la passée, et dans la prochaine. Je t'aime, Antoine, toujours, pour toujours. » Et main dans la main, au même instant, ils fermèrent tous les deux les yeux et partirent, ensemble. Comme il l'avait promis, comme il le méritait. Lucas était à côté, maintenant âgé de 50 ans. Et il vit. Il vit quand ils poussèrent leur dernier soupir, au même moment. Et il ne pleura pas de tristesse, il pleura de beauté, parce qu'il comprit que certaines histoires ne se terminent pas avec la mort. Elles font juste une pause, pour recommencer dans une autre vie, avec d'autres visages, mais avec les mêmes âmes. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez lu cette histoire complète, alors laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas par hasard. Vous avez été guidé
par votre propre âme, qui reconnaît des vérités que votre esprit essaye de nier, parce que nous avons tous des âmes sœurs, nous avons tous des promesses anciennes, et nous tous, à un moment donné, allons rencontrer ou re-rencontrer cette personne qui fait que tout prend son sens. Et quand cela arrivera, vous le saurez. Vous n'aurez pas besoin d'un portrait de 1820. Vous n'aurez pas besoin de vision. Vous le sentirez simplement. Et à ce moment-là, rappelez-vous de cette histoire. Rappelez-vous d'Antoine et Sophie. Et ne la laissez pas partir, parce que la vie passe. Mais l'amour véritable, celui-là traverse les vies. Et si vous avez la chance de le trouver, accrochez-vous, protégez-le, honorez-le, parce que 200 ans, c'est long à attendre. Et si votre âme a déjà attendu, alors ne gaspillez pas, quand vous la trouverez enfin. Commentez « Promesse accomplie » si vous croyez que les âmes se rencontrent à travers les vies. Commentez « Je l'ai déjà senti » si vous avez déjà eu une certitude inexplicable concernant quelqu'un. Et commentez « J'attends » si vous ne l'avez pas encore trouvé. Mais vous savez que vous le ferez. Parce que cette histoire est réelle. Peut-être pas avec ses noms, peut-être pas à Paris. Mais l'essence, la vérité des âmes qui se cherchent à travers les siècles, celle-là est réelle. Et elle arrive tous les jours, avec des gens ordinaires, dans des endroits ordinaires, au moment le plus inattendu, comme Antoine et Sophie, qui se sont rencontrés par une nuit pluvieuse, dans une rue quelconque, et ont découvert qu'ils s'étaient promis, il y a 200 ans, et qu'ils ont tenu leur promesse car, et maintenant. Quelque part entre 2025 et 2225, deux âmes reposent, ensemble, attendant le moment juste, pour revenir, pour se rencontrer à nouveau, pour aimer une fois de plus. Parce que c'est ce que les âmes sœurs font. Elles n'aiment pas une fois, elles aiment pour toujours, à travers les vies, à travers les morts, à travers 200 ans d'attente. Et quand elles se rencontrent enfin, alors oui, alors la promesse s'accomplit, le cercle se ferme, et tout prend son sens. 200 ans, 2 vies, une promesse. Et finalement, la paix, fin.